Globalement, on a un Bitcoin qui est légèrement en dessous des 30 000 $ et un Ether qui peine à repasser au-dessus des 1009. Globalement, toujours la même range de prix. Je pense que c'est une belle annonce qui va nous faire péter tout ça. On voit beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux sociaux qui vous disent oui, les bandes de Bollinger, oui, tel indicateur est en train de nous annoncer que le Bitcoin va exploser. Je vous dis peut-être une connerie d'ailleurs, hein, mais si je vous dis pas de bêtises, si on va sur Twitter en ce moment, le mood des analyses techniques est plutôt ça va monter très haut, ça va monter très fort. Encore une fois, moi j'en sais rien, parce que je suis pas analyste technique et encore moins spéculateur. En attendant, ça fait très longtemps maintenant, hein, ça fait vraiment, ouais, on va être depuis... un petit 4 mois, légèrement en dessous, légèrement au-dessus de ces 30 000 $, hein, et on aimerait bien aller les briser pour aller taper les 40 ou 45K. Au contraire, si on brise et qu'on reste durablement en dessous des 29 000 $, on peut aller chercher le plus bas, vers 15 16 000 $. Encore une fois, je ne vois pas l'avenir, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Bitcoin a pris quelques centaines de dollars cette semaine, mais qu'on est toujours en dessous de ces fameux 30 000 $. Vincent Gann a prédit que le Bitcoin atteindra les 100K à moins qu'il ne reste à 30, ou sinon ce sera 15. Pour moi, si Bitcoin atteint les 100K, il tape son ATH et ça va relancer un mood. Est-ce que ce sera un bull run à proprement parler ? Je n'en sais rien. En attendant, je pense qu'il peut y avoir une accélération si on a par exemple une validation des ETF qui permettrait de faire rentrer massivement de la liquidité sur un marché qui est illiquide comme Bitcoin. Ça peut faire pumper fort le cours. Si après ça, derrière, on a un halving, on a le FOMO des gens, on a tout le monde qui achète, on peut avoir une belle surprise. Encore une fois, j'en sais rien, ça peut aller dans les deux sens, donc je préfère ne pas me prononcer. Binance, encore une fois, retire une licence, cette fois-ci sur le marché allemand. Apparemment, le régulateur allemand était sur le point de refuser la demande d'enregistrement de Binance, et Binance a préféré, parce qu'il y a eu des changements à l'international, retirer sa demande, parce qu'il savait qu'elle allait être refusée, et qu'il voulait que cette demande soit en accord avec l'évolution du marché à l'international et de la régulation, et donc Binance va en refaire une, cette fois-ci plus complète. Les amis, je continue l'actualité, c'est Grayscale. Alors, je vais pas revenir sur leur histoire, mais en gros, ils demandent à la SEC de se bouger pour potentiellement avoir le droit de transformer leurs produits en un ETF spot. Et à ce moment-là, ce serait vraiment sexy parce que ça permettrait réellement d'acheter du Bitcoin avec tous ceux qui achètent aujourd'hui avec une potentielle décote, qui d'ailleurs s'est réduite, hein, qui est descendue à 40%, qui est aujourd'hui à 30%, ça leur permettrait de régler le problème qu'ils ont sur leurs produits. Si ça vous intéresse, j'en parlais dans cette vidéo que j'ai sortie il y a un mois également. Je voulais juste arriver à ce moment-là parce que dans 2 minutes, on va parler de Genesis. Donc si ça vous intéresse, je vous envoie vers la vidéo directement. Crise bancaire, une banque de plus qui aux États-Unis. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Évidemment, le régulateur intervient, mais c'est pas fini pour les US, ça continue à grincer un peu des dents. Je l'ai pas vu passer pour être totalement franc, mais en attendant, c'est une banque de plus qui plie le genou. Oh les gars, il s'est passé un truc de ouf. Je suis intervenu, c'était une conférence quoi. Il y a quand même une personne qui était contre les cryptos en face de moi et qui a osé dire « Ouais, tu te rends compte ce que les crypto-monnaies ont fait, la Silicon Valley Bank et Silvergate s'effondrent à cause des crypto-monnaies ?» Pas du tout, absolument pas, aucun rapport. Ce sont des banques qui sont tombées et en tombant, comme il y avait des crypto-monnaies qui avaient une partie de leur trésor chez eux, ça a fait le dépeg du SDC par exemple. Mais c'est les banques centralisées qui ont affecté les protocoles décentralisés, absolument pas l'inverse. Hein. À partir du moment où quand un +1 dans ta tête c'est un -1, ça sert à rien. Tu regardes la personne, t'esquisses un petit sourire, tu passes à autre chose, fin de l'histoire. Je continue les amis, Bitcoin, 800 000 blocs, à peu près 14 ans. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est toujours debout. Tout ça pour vous dire que tous ceux qui ont dit qu'il serait bientôt mort avaient jusqu'à présent tort. 800 000 blocs sans banque centrale, 800 000 blocs sans gouvernement, 800 000 blocs sans CEO, 800 000 blocs sans avoir à demander la permission à personne. Bitcoin fonctionne correctement depuis 14 ans. FTX et Genesis ont réussi à parvenir à un accord. Alors globalement, on ne sait pas un accord de quel ordre de grandeur. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut qu'être une bonne chose. Parce que pour l'instant, FTX va entre guillemets plutôt bien. FTX va mal, hein, c'est fermé, mais ils ont récupéré peut-être 70 à 80% des actifs de leurs clients. Même s'il y aura des frais d'avocat, même s'il y a la justice américaine qui va essayer de se goinfrer, peu importe. On a un vrai bon espoir de récupérer entre 30 à 60% des actifs que l'on a sur son compte FTX qui est perdu. Et donc, avec un 30 ou 60%, Genesis, qui avait énormément d'argent chez FTX, pourrait récupérer une grosse partie de son pognon également. Et à ce moment-là, si Genesis récupère une grosse partie de son pognon, ce sont plein d'autres plateformes qui avaient prêté à Genesis, parce que c'était l'un des plus gros prêteurs et emprunteurs de crypto-monnaies au monde, qui vont pouvoir
récupérer le gros de leur crypto-monnaie. Ce serait une plutôt bonne nouvelle parce que si ces deux gros géants-là s'accordent, il suffit qu'il y ait un nœud qui se dénoue et ça va débloquer plein de situations. Et ça, ce serait une bonne nouvelle qui va donner un mood bullish au marché. Des gens qui pensent avoir perdu de la thune, qui d'un coup vont remettre la main sur de la liquidité et qui globalement risquent de se repositionner en mode bon bah écoute, j'aurais pu dumper mon Ether à l'époque. Imagine, t'avais des bitcoins à 25 000 $ là-bas, le marché se pète la gueule, tu récupères tes bitcoins, il est à 30-35 000 $, tu te dis putain, en fait limite FTX c'était une bonne chose, entre guillemets, parce qu'il y a très peu de chances que tu récupères 100%. En attendant, c'est une bonne nouvelle que les deux principaux intéressés ont réussi à s'accorder. KuCoin a fait une super étude. Ça parle des investisseurs crypto en France. On y apprend que la génération Z monte un vif intérêt pour les crypto-monnaies, particulièrement marquées sur les 6 derniers mois. Ça monte alors qu'on est en bear market. Par ailleurs, 50% des investisseurs interrogés ont déclaré investir sur le long terme et donc conserver leur crypto-monnaie. Regardez, le premier investissement crypto, c'est fait pour beaucoup de gens dans les 6 derniers mois à 1 an, quoi. Donc c'est vraiment très short. C'est maintenant que les gens rentrent, c'est maintenant que les gens s'intéressent. Et on le voit aussi, ne serait-ce que sur les nouveaux comptes qui se créent sur Meria, sur les nouveaux clients qui viennent set up des DCA, c'est quelque chose qu'on observe. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire un premier achat de 50 ou de 100 balles et on s'en rend compte en opérant des plateformes comme Meria, c'est maintenant que les gens se positionnent, quoi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également? Bah vous avez voilà. Pour accumuler de la valeur, donc ton wealth, c'est ton wealth management, c'est ton patrimoine, quoi, sur le long terme, 50%. Pour diversifier ton risque, un tiers, un peu plus d'un tiers. Pour me protéger contre l'inflation, un tiers aussi. Pour faire des transactions plus facilement, 26%. Pour devenir riche et pour profiter de la wave, 20%. Bref, relativement intéressant quand même. Les amis, Meta, pour faire très simple, sa branche Metaverse perd plusieurs milliards de dollars, mais elle commence à gagner un peu plus d'argent quand même. Et globalement, ils expliquent que son département dédié n'est pas rentable, évidemment. Mais en attendant, c'est quand même de mieux en mieux. Et c'est pour le coup Meta qui, lui, commence à gagner un petit peu plus d'argent. Et sa situation financière explose. Enfin, ça explose. C'était à 99 USD et ça monte. Après, il n'y a pas que les résultats de Meta, c'est quand même également une tendance globale des gros géants de ce marché. On a Apple qui tape un ATH, et ouais, parce que même quand le monde va mal, même quand tu as des maladies, même quand c'est la crise, eh ben, les gens ont des iPhones, il n'y a pas de magie. Et là, il y a le Apple Vision qui va arriver, donc attention, là... lunaire. Le fait qu'Apple se positionne sur le segment qu'avait annoncé Meta en annonçant le métaverse, ça donne de la confiance, quoi. Et mine de rien, enfin, est-ce que vous vous rendez compte que Facebook, on a dit ouais, c'est la fin du monde, ça va se péter la gueule, ça vaut plus rien. Ils sont à 30 $ de leur plus grosse valorisation ever. Comme quoi, et puis, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment une dinguerie. 300% en quelques mois. Mais je voulais juste vous parler du fait qu'il y a 3 pools, d'accord, qui sont des pools qui utilisaient Viper, qui dans la version 0.2.15, 0.2.16 et 0.3.3. Et à la minute où c'est sorti, on a regardé la version de toutes les pools sur laquelle on était et les clients de Meria ne sont pas affectés. En attendant, les gens qui étaient sur ces 3 pools-là ont de la perte. Une perte qui, au total, se valorise à, je crois, 25 millions de dollars. La première fois que j'ai vu, c'était 5000 Ethers, et puis après, c'était plus que ça. 24 millions, merci Oxal Xurf.